Les réformes du gouvernement, notamment celle de la SNCF et puis d'autres, et puis la vie à l'intérieur des Républicains, c'est avec Damien Hamad que nous sommes ce matin, qui est député de l'Ain. Député Les Républicains. Alors, vous avez annoncé que vous voteriez les ordonnances pour la réforme de la SNCF. Pourquoi? Parce que quelque chose qu'on a proposé avant, si c'est d'autres qui le proposent à notre place, on doit le soutenir. Vous dire que les Républicains l'avaient On a proposé. toujours voulu réformer le statut du cheminot. Mais je regrette que le gouvernement veuille saucissonner cette réforme en ne mettant pas notamment la question des retraites. Ouais. Qui est une question fondamentale parce qu'on a toujours défendu à droite le régime unique de retraite au nom de la justice sociale. À votre connaissance, vous serez nombreux aux Républicains à voter pour les ordonnances? Nous verrons, il faut que le débat ait lieu. Il faut que le débat ait lieu sur la question des retraites, sur la question du statut, sur la question aussi des petites lignes, parce que nous sommes opposés à la fermeture de petites lignes également. Donc je dis simplement, encore une fois, il ne faut pas que ce gouvernement, sur les cheminots, fasse une politique du en même temps, du saucissonnage permanent. On a besoin d'une réforme claire, globale et portée au Parlement. On le sait, il n'y aura pas la réforme du régime spécial des retraites des cheminots dans les ordonnances. Pour autant, vous les voterez quand même. Oui, parce que vous savez, nous sommes pragmatiques et nous voulons être efficaces pour le pays. Mais nous proposerons aussi peut-être un certain nombre d'amendements, de modifications dans le débat. Vous êtes sûr que tous les Républicains seront sur la même longueur d'onde? Aujourd'hui, les Républicains, nous sommes dans une opposition qui est une opposition libre et responsable. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un texte nous semble aller dans le bon sens, quand c'est une réforme que nous avons portée au préalable, eh bien nous continuons à la porter. Et quand il y a des choses qui manquent ou quand il y a des lacunes, nous le disons et nous le dénonçons. Les choix qui sont faits là, abandon du statut particulier des cheminots pour ceux qui seront recrutés à l'avenir, réforme de la structure d'un établissement public, ça va devenir une société nationale. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, il n'y a pas de problème. Les petites lignes, qui est-ce qui va décider, puisque le gouvernement a dit que ça ne serait pas de son ressort, que des petites lignes vont être conservées ou pas? D'abord, je trouve regrettable que le gouvernement renvoie finalement cette question aux seules collectivités. Il dit que les collectivités territoriales sont mieux habilitées que lui à le faire. D'accord, sauf qu'à un moment donné, c'est la question, on le sait, des moyens qu'il y a en face. Oui. Et ce n'est pas en prenant toujours plus de dotations aux collectivités territoriales que ces mêmes collectivités vont pouvoir maintenir toutes les lignes. La vérité, c'est quoi? C'est que le gouvernement se défausse une fois encore sur les collectivités pour lui faire prendre des décisions qui sont des décisions douloureuses ou impopulaires. Vous êtes quand même assez paradoxaux parce que vous dites l'État, tout vient d'en haut, et puis vous dites il y a le président des villes et les campagnes, et puis quand on vous laisse le choix de décider vous-même, vous dites l'État se décharge sur nous. Non, c'est quand même assez étonnant ça. À condition qu'on ait les moyens. Oui. À condition, il faudrait qu'on ait les moyens de cette politique-là. Oui. Parce que les petites lignes, l'ensemble des présidents de région de droite veulent maintenir les petites lignes. Je suis, moi, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez, qui a pris lui-même un plan. Oui, eh bien, vous savez, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la région qui a fait le plus d'économies en France. Et dans le même temps, il y a eu un plan qui a été fait sur les petites lignes pour préserver les petites lignes. Parce qu'on ne fait pas les économies sur les usagers. Elles sont rentables dans l'Ain? Et elles ne sont pas toutes rentables. Et vous savez, on a aussi du courage politique. Et que quand il y a une ligne qui n'est pas rentable, mais qui en plus n'est desservie finalement, ne sert pratiquement pas d'usagers, eh bien là, on la remplace effectivement par un réseau de bus. Mais ce que je regrette, vous l'avez fait chez vous? On l'a fait une fois. Sur quelle ligne? On l'a fait sur la ligne Oyonnax-Saint-Claude, pour une raison très simple, c'est que malheureusement, il y a trop peu d'usagers qui puissent la prendre. Et ça coûtait trop cher. Et ça coûtait trop cher par rapport. Le problème, c'est pas que le coût. Le problème, c'est le rapport entre le coût et la fréquence. C'est ça qui est important. Alors là, Emmanuel Macron va passer par les ordonnances, et vous dites pourtant qu'il veut toujours aller plus vite, sans débat, trop vite. Cette méthode des ordonnances ne vous dérange pas, là, en l'occurrence? Non, on la regrette, bien entendu, mais surtout, c'est l'accumulation, parce que c'est toujours le sentiment que quand on passe par le Parlement, c'est forcément lent. Il faut accepter la culture du débat. Regardez ce qui se passe actuellement sur la réforme des institutions. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut en fait museler le débat. On refuse. Mais l'Assemblée nationale, c'est pas un conseil d'administration d'une entreprise. L'Assemblée nationale, il y a forcément du débat, de l'échange. C'est le rôle d'un parlementaire. Le parlementaire, il n'est pas là pour lever le petit doigt et être, je dirais, à la botte de l'exécutif. Il y a urgence à faire des réformes, pourtant, vous le dites vous-même. Il y a urgence, mais vous savez, il y a le temps législatif programmé, il y a un certain nombre d'outils législatifs et juridiques qui permettent de répondre à cette urgence. Mais l'urgence, ce n'est pas la précipitation. Et le problème en France, ce n'est pas la rapidité, mais c'est la qualité de la loi. Cette réforme des institutions, donc, est-ce qu'il doit passer par un référendum pour la faire adopter?
Nous disons simplement que pour nous, le référendum n'est pas une menace. Et que si le président de la République veut aller jusqu'au référendum, ben nous lui disons chiche. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que la question qui sera posée, c'est quelle France on veut? Est-ce qu'on veut une république hors sol, avec des députés déconnectés, ou est-ce qu'on veut une république des territoires? C'est cette question à laquelle les Français devront répondre. Vous êtes d'accord pour la limitation du nombre de mandats dans la durée? Nous sommes d'accord avec la réduction du nombre de parlementaires, mais pas avec la limitation dans la durée, pour une raison très simple, c'est que pour nous, le choix, c'est l'élection. Ce sont les électrices et les électeurs qui doivent décider. Parce que sinon, bien peut-être qu'on n'aurait pas eu des personnalités politiques de premier rang, ici, comme Clémenceau ou d'autres, par exemple, avec cette mesure. Et sur le droit d'amendement, il est question de limiter le droit d'amendement en fonction de la taille des groupes parlementaires, justement? Vous êtes d'accord avec ça? Non, et là, nous sommes dans une opposition très forte pour une raison très simple, c'est que limiter le droit d'amendement, c'est tout simplement remettre en cause la liberté individuelle des parlementaires. C'est tout simplement remettre en cause le Parlement comme un contre-pouvoir. Mais c'est quand même une curieuse conception de la démocratie que de nous expliquer que finalement, le Parlement devrait restreindre, limiter son droit d'amendement et le restreindre au groupe. Je rappelle qu'un député, il est d'abord élu à titre individuel avant d'être représentant d'un groupe politique. Et donc pour nous, c'est un casus belli majeur. Et je crois que plusieurs autorités morales se sont exprimées sur ce sujet, notamment Jean-Louis Debré et d'autres. Et je pense qu'il faut que tout le monde revienne à la raison sur ce thème. Vous voterez la réforme des institutions? Non, d'abord, pour le moment, cette réforme, nous n'en connaissons pas tous les contours. Ensuite, il y a aujourd'hui une discussion et des échanges qui se font. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas d'une réforme des institutions qui soit un tripatouillage institutionnel de plus. Nous ne voulons pas une réforme constitutionnelle qui soit une réforme pour se faire plaisir. La Constitution, elle n'est pas là pour bavarder. La Constitution est là pour poser un socle de valeurs communes. Et que donc, aujourd'hui, dans cette réforme qui est proposée, il y a soit du bavardage, soit un recul des droits du Parlement. Donc vous ne serez pas derrière le gouvernement, là, contrairement à la SNCF? Oui, bien entendu, mais vous voyez, c'est ça une opposition libre et responsable. C'est qu'il faut voir en fonction des sujets. Comment jugez-vous la politique du gouvernement vis-à-vis des retraités qui vont manifester demain? Enfin, ils ne seront pas très nombreux parce qu'on sait qu'ils se mobilisent peu, mais il y a quand même une espèce de grogne qui s'entend de la part des retraités qui subissent de plein fouet la hausse de la CSG notamment. Cette grogne, elle est légitime. Cette colère sociale, il faut que le gouvernement l'entende. Quand j'entends des députés... Il l'assume aussi, le gouvernement. Oui, enfin, c'est sûr qu'on l'assume quand on explique que les retraités sont une génération dorée. C'est une drôle de manière d'assumer les choses. La réalité aujourd'hui, c'est que les retraités, ce ne sont pas des privilégiés, ce ne sont pas des nantis. Quand vous gagnez 1 300, 1 400 euros par mois, vous n'êtes pas privilégié ou nanti. La réalité, c'est que cette hausse de la CSG, c'est plus de 20 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, avec des retraités qui ont déjà subi des coûts, je dirais, sur leur pension également. Et donc, je trouve que cette colère, il faut l'entendre, et il est normal et légitime que les retraités soient s'entendre. D'accord. Alors, l'avis à l'intérieur des Républicains, il y a un mois précisément, eh bien, Laurent Wauquiez tenait des propos qui ont fait polémique devant les étudiants de l'école de commerce de Lyon. Quel bilan tirez-vous de ces propos alors que, justement, depuis, sa popularité ne cesse de tomber? Hier, j'étais en Essonne avec Annie Genevard pour animer une réunion publique. Et j'ai fait le tour de tous les militants et je n'ai constaté aucun décrochage militant par rapport aux propos de Laurent Wauquiez. Et les sondages sont là. Oui, mais attendez. Ça, c'est les militants. D'abord, c'est le socle de droite reste solide parce qu'il demande quoi? Il demande qu'on ait une attitude directe, qu'on parle vrai et qu'on dise les choses. Alors ensuite... Il disait que ce qu'il disait en dehors de cet amphithéâtre, c'était bullshit. C'est-à-dire que ce qu'il disait dans les médias, c'était bullshit. C'était pas grand-chose. Quand vous voyez la prestation de Laurent Wauquiez dans l'émission politique notamment, je crois que c'était tout sauf du bullshit. Il est apparu très sincère et surtout en disant les choses. Pourquoi il dit ça aux étudiants? Mais après, il y a eu cet épisode. Je pense que tout le monde l'a regretté, cet épisode. Mais ce reste un épisode. Les fondamentaux, ils sont où? Les fondamentaux, c'est qu'on a gagné des législatives partielles. C'est qu'on a un président qui a imposé des sujets sur le pouvoir d'achat, sur la CSG, sur la fracture territoriale. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Vous ne seriez pas exprimé comme ça devant des étudiants? Mais personnellement. La question, c'est chacun a son expression. Mais je vous prends un exemple, par exemple, sur celle d'Alain Juppé. Comprenons une chose. Qu'est-ce que nous dit Laurent Wauquiez? Il nous dit, la droite, quand elle dit on n'augmente pas les impôts, si elle le dit au niveau national, elle doit se l'appliquer à elle-même au niveau local. Et il a raison sur ce point-là. Quand on est responsable d'un exécutif local, eh bien, on doit aussi l'appliquer, ce qu'on propose au niveau national. C'est la cohérence des idées, des convictions. Alors, il avait tenu des propos sur Nicolas Sarkozy, qui écoutait les portables, enfin, enregistrait les portables.
Il a eu raison de s'excuser sur ce point-là? Oui, il a eu raison de s'excuser sur ce point-là, parce qu'il ne doit pas y avoir une feuille de papier entre Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez. Il compte encore, Nicolas Sarkozy, à l'intérieur des Républicains? Bien sûr qu'il compte, parce que c'est une autorité politique. Ça a été le grand leader de notre famille politique dans ces 10 dernières années, parce que c'est quelqu'un qui a marqué les esprits, parce que c'est quelqu'un qui apporte quelque chose au débat public. Donc oui, bien entendu que son avis compte, bien entendu qu'il faut préserver cette relation privilégiée avec notre ancien président de la République. Et vous comprenez qu'il dialogue souvent avec le président de la République actuel, Nicolas Sarkozy? Vous savez, Nicolas Sarkozy, c'est un ancien chef d'État, donc c'est logique qu'un ancien chef d'État puisse dialoguer avec les chefs d'État actuels. On a même l'impression qu'il y a une complicité entre eux, non? Oui, alors ça, c'est... Vous savez ce que Sarkozy avait dit? Plus de Macron, c'est moi en mieux, il avait dit. Oui, ben moi je dirais que Nicolas Sarkozy, c'est quand même mieux qu'Emmanuel Macron. C'est mieux qu'Emmanuel Macron. Et la réalité, surtout aujourd'hui, c'est qu'il aussi converse avec d'autres chefs d'État étrangers. La ligne dure adoptée par Laurent Wauquiez, c'est la bonne ligne, d'après vous, pour remonter la pente? Je crois qu'il ne faut pas qu'on tombe dans un débat ligne dure ou ligne molle. Oui. La réalité, c'est qu'il faut déjà qu'on ait une seule ligne, une seule droite. Vous en avez qu'une, là? En tout cas, notre volonté, c'est d'avoir une seule droite. Valérie Pécresse n'est pas tout à fait sur la même ligne. Mais Valérie Pécresse, je ne vois pas vraiment de différence programmatique. Eh bien, citez-moi un exemple, par exemple sur la sécurité, sur l'immigration, sur la politique économique, de différence entre Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Elle a refusé d'avoir distinction particulière à l'intérieur du parti que aurait pu lui proposer Laurent Wauquiez. Ce ne sont pas des différences de fond. La vérité, c'est quoi? C'est une course d'ego? Mais la vérité, c'est qu'il faut que la droite soit unie, rassemblée. Il faut qu'on tourne la page de la droite des chapelles, de la droite des chapeaux à plumes et de la droite des couloirs. C'est notre génération politique, vous savez, des trentenaires. Nous sommes avec Guillaume Pelletier, avec Virginie Muller, avec plein de monde. Virginie Calmels aussi, bien entendu. Et nous portons cette volonté simple, c'est de faire de la politique ensemble. Et on aime faire de la politique ensemble. Thierry Mariani est toujours républicain? Thierry Mariani a pris une position qui est une position isolée, qui dépend d'une stratégie. Il est pour une alliance avec le Front National. Eh bien, nous le disons clairement, aucune alliance, ni de près ni de loin, avec le Front National, qui est un parti à l'agonie, avec quelqu'un qui essaye, avec une Marine Le Pen qui essaye de racheter sa crédibilité sur le dos des Républicains. Il n'y a pas de débat sur l'union des droites. Si Thierry Mariani flirte avec le Front National, est-ce que vous l'exclurez du parti? Bien entendu que si Thierry Mariani faisait un acte politique en direction du Front National. Ça serait exclusion immédiate? Bien entendu, il n'y a aucune ambiguïté sur ce sujet-là. On continue avec vos questions, chers internautes, et Valentin Pilate qui nous rejoint dans le studio. Valentin, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Damien Abad. Bonjour. Nous avons une première question de Nadia qui nous fait la remarque en direct sur Facebook qu'elle se rend régulièrement dans votre région, qui est l'Ain, mais elle trouve qu'elle n'est pas... Département, pardon. Qui est un très beau département. Mais qui n'est pas forcément bien mis en valeur. Sa question est la suivante, comment comptez-vous le mettre en valeur Eh bien, nous sommes le premier département industriel de France. Nous sommes un département rural. Nous voulons promouvoir également le tourisme. Vous êtes là. Oui, parce que industriel vers Oyonnax. Vers Oyonnax, c'est la place Civallée, la place Auger, vers rural vers les Dombes. Je connaissais bien. La Dombe. Vers la Bresse également. Et puis nous avons le Bugey également où il y a de la viticulture. Vous savez, aujourd'hui, on a besoin de ce tourisme de nature, de proximité et de valoriser justement les pays de l'Ain. Beaucoup de tourisme dans l'Ain? Eh bien, en tout cas, ça commence à croître parce que nous sommes entre Lyon et Genève et c'est un moment, je dirais, paisible de pause, de détente, de nature. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a accueilli à plusieurs reprises le Tour de France pour mettre en valeur justement nos territoires. Allez manger des grenouilles dans la Dombe. C'est ça. Et des quenelles sauce Nantua. Midi approche, on a faim. En Laouya, toujours sur Facebook, aimerait savoir ce que vous pensez de la situation à Mayotte. La situation. Vous connaissez Mayotte? Vous êtes déjà rendu? Je me suis jamais rendu à Mayotte. Mais Laurent Wauquiez nous a fait un retour de cette situation, qui est une situation chaotique, apocalyptique, qui d'ailleurs ne serait jamais acceptée dans aucun département métropolitain, bien entendu. Et que donc, ce que je regrette, c'est cette politique du en même temps. Quand le gouvernement nous explique qu'ils vont faire l'extraterritorialité pour les maternités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, quelqu'un qui accouche dans une maternité, son enfant ne sera pas français, mais celle qui accouche dans sa voiture, son enfant sera français. La vérité, c'est que le gouvernement met le voile sur quoi? Sur un sujet majeur, qui est la réforme du droit du sol. Il faudra adapter le droit du sol à Mayotte. Une question de Ben sur le Figaro.fr. Sa remarque est la suivante. Un rapprochement avec le FN n'est-il pas au final inévitable pour que les Républicains et le Front National puissent devenir véritables forces d'opposition? Non. Je pense qu'il faut que tous les électrices et électeurs du Front National comprennent une chose, c'est que le vote Front National, c'est un vote d'impasse, c'est un vote inutile. Marine Le Pen a montré qu'elle ne voulait pas le pouvoir, qu'elle n'avait pas les compétences pour l'exercer et qu'aujourd'hui, ce vote-là
eh bien, renforcer finalement la gauche au pouvoir. Et donc nous ne voulons aucune alliance avec le Front National. Par contre, nous voulons parler de tous les sujets. Parce que sinon, demain, on ne parlera plus de la culture ou de l'environnement parce qu'on considérera que c'est un monopole de la gauche. On ne parlera plus de la sécurité et de l'immigration parce qu'on considérera que c'est un monopole du Front National. La droite doit réinvestir tous les champs. Vous allez chercher leurs électeurs? Mais tous les électeurs, tous les électrices et électeurs, parce qu'il n'y a pas d'électeurs de second rang, il n'y a pas d'électeurs de seconde zone pour nous. Et on doit s'adresser à tous les électeurs. Coup de gueule, c'est la semaine nationale des handicapés physiques et tout le monde s'en fout. Les Jeux paralympiques, tout le monde s'en fout, ce sont vos termes sur votre page Facebook. La tonalité est plutôt la même sur les réseaux, en l'occurrence sur Twitter. Qu'aimerez-vous faire passer comme message justement sur cette semaine et pour les Jeux paralympiques? Il y a les Jeux paralympiques qui ont fait la une du Figaro ce matin. Quand même. Oui, et je vous félicite pour cela, parce que c'est très important. C'est juste de dire qu'il y a 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap en France, et que c'est un sujet fondamental, structurant, et que je ne veux pas qu'on passe à côté de cette semaine nationale des personnes handicapées physiques, parce qu'il y a des problèmes d'emploi. Handicap physique, hein. Oui, bien sûr, cette semaine, c'est ça. L'accès à la santé également, l'accès à l'école, au milieu scolaire est très important. Et les Jeux paralympiques, c'est une belle vitrine pour le monde du handicap. C'est montrer que le handicap peut être aussi un potentiel, un dépassement de soi. Et je trouve que vu la performance de nos athlètes français, eh bien oui, je voudrais qu'on les mette encore davantage en valeur, notamment sur le service public de l'audiovisuel, parce que je crois que c'est important de valoriser nos athlètes et de faire reconnaître le handicap dans notre société. Est-ce que la France a beaucoup de retard justement dans l'aménagement de l'espace public, on va dire en général? Oui, il y a du retard et je trouve que la société française est plus en avance que la classe politique. Je vous prends un exemple, l'accessibilité aux lieux publics. C'est un sujet qui concerne tout le monde. À l'Assemblée nationale, par exemple, c'est compliqué. Mais moi-même, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, l'hémicycle n'était pas accessible aux personnes handicapées. La réalité aujourd'hui, c'est que l'accessibilité, ça ne concerne pas que les personnes handicapées, ça concerne les personnes âgées, ça concerne les mamans avec une poussette, ça concerne le joueur de foot qui s'est fait mal le dimanche, ça concerne tout le monde. Il faut bien comprendre que le combat des personnes handicapées, ce n'est pas le combat de ces personnes contre tous, c'est le combat de tous pour ces personnes handicapées. Vous regardez les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques? Quand ils sont diffusés, oui, j'essaye de les voir un petit peu. Dernière question. Oui, une dernière question, toujours sur les réseaux, sujet les plus commentés également ce matin, la disparition de Stephen Hawking. Qui était handicapé lui-même aussi. Qui était handicapé lui-même, c'est pour ça, ça me permet de faire le parallèle. Avez-vous un mot justement sur sa disparition? Oui, c'est une disparition bien sûr qui est triste, qui est douloureuse et qui montre bien la souffrance aussi parfois d'un certain nombre de familles. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de références, on a besoin que le handicap irrigue tous les pans de la société française. Je ne veux pas d'une société cloisonnée, on a besoin d'une société ce qu'on appelle inclusive, c'est-à-dire qu'il soit partagé sur tous les sujets. Je ne veux pas d'une grande loi sur le handicap, je veux qu'on ait un réflexe handicap dans chaque loi, c'est pas la même chose. Les mentalités évoluent quand même. Oui, ça évolue, regardez le succès du film Intouchable, regardez là le film Tout le monde debout avec Franck Dubosc, je pense que ce sont des choses qui sont positives et que nous devons faire émerger. Vous allez le voir ce film? Oui, bien entendu, j'ai prévu de le voir. Je tiens à souligner que notamment sur Internet, beaucoup d'internautes s'indignent du fait que ce soit des acteurs qui en l'occurrence n'ont aucun handicap physique, qui incarnent ce jeu d'acteur. Est-ce que vous regrettez cela? Est-ce que ça aurait été mieux que justement ce soit des handicapés physiques qui jouent ce rôle? Oui, bien entendu qu'on voudrait qu'il y ait plus de personnes handicapées dans le cinéma, dans les médias, dans la politique, dans l'économie et autres. Il faut irriguer ce mouvement. J'espère qu'on n'en viendra pas finalement à comme on a fait par exemple sur les lois sur la parité ou l'égalité homme-femme. Eh bien oui, parce qu'on a dû le faire parce qu'il n'y avait pas assez de femmes engagées en politique. Eh bien peut-être qu'il faudra qu'on le fasse demain sur la question du handicap. Ça serait dommage d'en arriver là parce que je pense qu'on devrait le valoriser autrement. Voilà, c'était le talk de Damien Abad qui répondait à nos questions, à vos questions. Merci à vous, chers internautes. Merci Damien Abad. Merci Valentin de vous être fait le médiateur des questions. Et à demain pour de nouvelles aventures.